Bien, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Yann Keinek. Je vais animer et contribuer à cette table ronde et je vous invite à accueillir Karen Lemasson, qui est directrice RSE et Open Innovation chez les laboratoires Expanscience. Sylvain Lambert, qui est directeur, qui est associé développement durable de PricewaterhouseCoopers et qui va nous raconter depuis 25 ans comment il a vu évoluer toutes ces choses sur ces sujets. Et enfin, Hélène Valade, que vous avez entendu pour certaines d'entre vous tout à l'heure avec sa casquette de directrice du développement durable de Suez, qui, à l'occasion de cette table ronde, va nous parler de la loi Pacte et à ce titre, en qualité de présidente de l'ORS, l'Observatoire de la RSE, sachant que Hélène était par ailleurs présidente de la Plateforme nationale pour la RSE et donc a suivi aussi de près tous ces sujets d'évolution, notamment du droit des sociétés, mais finalement le droit des sociétés c'est de la technique. Il s'agit là aujourd'hui et ce matin de parler de comment on fait. Mais pour autant, je vais vous faire un tout petit propos introductif sur le volet juridique. Il se trouve que je suis juriste, que je dirige une agence qui s'appelle Affexio Mutandi, qui est un peu l'hybridation de Publicis et de Greenpeace, en termes d'approche du conseil, en tant qu'ancien activiste pour ma part, associé avec un communicant de crise lobbyiste. On mélange une approche de la responsabilité sociétale des entreprises qui justement articule ces mutations normatives, ces mutations sociétales, et avec des impacts réputationnels forts. Et donc mon petit propos préalable, ce serait juste d'indiquer ce que nous dit ce fameux texte de loi Pacte qui passe aujourd'hui au Sénat, qui a priori est arrivé à des termes quasi définitifs. Et en résumé, il nous dit trois choses. En tout cas, il y a trois niveaux à retenir si on peut vraiment ramasser de façon très caricaturale le texte à ce jour sur le volet RSE. Il y a une première marche qui est obligatoire pour toutes les entreprises à compter de l'entrée en vigueur de ce futur texte. C'est l'article 1833 du Code civil qui introduit la notion d'intérêt social et qui y greffe la prise en compte des dimensions sociales et environnementales. C'était plus que symbolique. Ça a vocation à irriguer par ruissellement, vous savez, cette technique qui fonctionne plus ou moins bien, mais qui sur ce sujet pourrait peut-être bien fonctionner, parce que cet article 1833 concerne ensuite toutes les structures sociétaires, quel que soit leur statut. SA, SAS, mutuelles, coopératives, sont impactées par ce qui est dit, ce qui sera inscrit dans ce futur article 1833. Donc ça, c'est de l'obligation. Enfin, c'est quelque chose qui va concerner tout le monde. Et le texte prévoit deux autres marches. La première, c'est qu'une entreprise, de façon volontaire, peut se doter d'une raison d'être. C'est la nouvelle notion qui débarque. On l'a entendu aussi dans la bouche et sur les mots de Larry Fink, le patron de BlackRock cette année, qui dans sa lettre à toutes les entreprises dans lesquelles son fonds détient des titres, invite les entreprises à se doter d'une raison d'être, laquelle projette l'entreprise. Et donc là, on va entendre aussi la façon dont les choses sont observées et les choses sont mises en pratique. Donc très volontairement, l'entreprise se désigne une mission qui va à vocation à servir des impacts positifs sur la société. Et enfin, la troisième marche que le texte de loi Pacte propose, c'est une fois s'être doté d'une raison d'être, de se doter d'un statut d'entreprise à mission. Et le texte a vocation à dessiner un peu les contours d'une entreprise à mission. Et en substance, indique que l'entreprise doit notamment constituer un comité de mission auquel au moins un salarié doit participer. Aux USA, je vous rappelle, il y a des projets de texte qui parlent de 2/5 minimum des comités qui soient composés par les salariés. Donc le texte français est peut-être en retrait là-dessus. Mais en tout cas, il y a un petit vadémécum pour prétendre être une entreprise à mission. Parmi les éléments, il y a une certification par un tiers afin d'assurer que la mission est remplie et un rapport qui soit publié et annexé au rapport annuel de gestion. Bon, tout ça est un peu corporate, hein. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez profond en termes de droit des sociétés. Et donc, c'était l'occasion d'en faire un petit point là-dessus. Ça peut aller loin potentiellement, et je m'arrêterai là pour ensuite passer la parole aux personnes qui ont observé aussi ces sujets depuis longtemps. Ces sujets ne sont pas si anecdotiques que ça d'un point de vue responsabilité juridique et impact réputationnel, évidemment. L'intérêt social d'une entreprise, c'est sa prospérité. Et là, la jurisprudence le dit régulièrement. La prospérité de l'entreprise, c'est l'objectif ultime d'une entreprise. Une prospérité, aujourd'hui, elle se mesure aussi à l'aune des performances extra-financières. La prospérité, elle peut être impactée par des controverses, par des atteintes à la réputation. Aujourd'hui, les atteintes à la réputation, elles proviennent bien souvent de controverses sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc l'intérêt social, il va être vu aussi à l'aune de ces nouveaux enjeux. Et vous voyez bien le potentiel que cela représente, hein, qui peut nous emmener, et je m'arrêterai là,
sans être trop anxiogène. Mais tout cela peut nous emmener dans un environnement normatif où vous avez la loi sur le devoir de vigilance, ces nouvelles exigences de reporting nées de la directive Barnier. En tirant les fils de tout cela, ce que l'entreprise annonce qu'elle va faire, et si les moyens qui sont mis en œuvre ne sont pas adaptés, appropriés, nous pouvons potentiellement, en cas d'impact grave sur les humains, sur l'environnement, en arriver à dérouler une responsabilité pénale des dirigeants et de la société. C'est le scénario du pire, mais je vous indique juste que c'est de l'ordre aussi du possible. Donc ce n'est pas une réforme homéopathique. Et ce qui importe, évidemment, c'est sa mise en œuvre. Et pour se protéger juridiquement, c'est la mise en œuvre appropriée, la mise à disposition de moyens raisonnables pour remplir cette mission, qui va à la fois sécuriser l'image juridiquement et puis surtout faire prospérer des modèles économiques plus vertueux. Après ce propos introductif, l'idée c'est de faire intervenir dans un premier temps Sylvain. Sylvain Lambert, depuis, tu fêtes les 25 ans de l'équipe que tu as fondée chez PricewaterhouseCoopers dédiée au développement durable. Et donc ce qui se trame avec cette loi qui entérine finalement des choses qui se passent dans la vie économique depuis longtemps. Et j'aimerais t'entendre pour témoigner de ce que tu as observé depuis 25 ans et combien en fait c'est une tendance très lourde qui vient s'exprimer aujourd'hui et qui est dans le débat législatif. Merci. Merci Yann. Mais je vais peut-être bientôt quitter le statut de consultant pour passer à celui d'historien. Non, ce n'était pas une annonce disant que je me quittais mon équipe, mais c'est le propre des gens qui ont passé un long moment sur un sujet puis qui commencent à se rapprocher dans quelques années encore de la retraite. Donc on peut se retourner sur ce qu'on a fait, mais M. Larouturou nous montrait un futur. On a décelé quelques éléments d'espoir et quelques éléments assez sombres, mais néanmoins par rapport à ce qui a pu être dit avant, je me réjouis d'être dans une table où la parité est parfaitement respecté, y compris dans la présentation, même si l'Ors est surreprésenté, puisque à côté d'Hélène, j'ai la chance d'être aussi vice-président de l'Ors. Donc, je dirais 3 temps, et d'ailleurs j'ai en face de moi la question, c'est bien, avons-nous besoin de loi? Je vais tenter d'y répondre, mais néanmoins, sur ce sujet de la raison d'être, il est vrai qu'on en parle beaucoup, et par certains aspects, j'ai l'impression de revivre le coup du rapport développement durable ou du rapport RSE du début des années 2000, quand se sont montés toute une série opportuniste d'offres pour construire son rapport développement durable. Et c'est marrant, j'ai reçu cette semaine 2 offres pour faire ma raison d'être pour 50 000 euros. Donc je me dis, tiens, c'est intéressant. Je tairai les noms de ceux qui m'ont proposé ça. Mais il y aura là-dedans probablement une dimension un peu opportuniste. Mais blague à part, si on veut revenir à ça, avant la loi Pacte, et pour nous la loi Pacte, enfin quand je dis pour nous, c'est ce que l'on observe chez PwC, c'est que probablement c'est un traceur intéressant, comme tu l'as dit, probablement quelque chose qui aura des conséquences beaucoup plus importantes que ce que l'on imagine, y compris dans ces offres ridicules que j'ai citées. Et ce traceur s'explique par ce qui se passait avant. D'abord, la raison d'être. Je rappelle que certaines entreprises, depuis un certain temps, voire depuis longtemps, avaient une raison d'être. Alors en France, on pense évidemment à Danone, mais on oublie parfois Essilor. Il y en a d'autres, mais Essilor, ce qui est intéressant, c'est que son ancien président, qui est coprésident aujourd'hui, puisque Essilor fusionne avec Luxottica, mais avait une raison d'être, et il disait une chose extrêmement intéressante qui devrait nous guider pour ceux qui réfléchissent à la raison d'être, c'est si une entreprise qui s'est dotée d'une raison d'être ou qui prétend en avoir une, ne sait pas expliquer une décision stratégique majeure de l'entreprise en se référant à la raison d'être, de 2 choses l'une, ou la raison d'être, c'est du pipeau, ou c'est une mauvaise décision. Donc ça, c'est important, c'est ce que ça veut dire avoir une raison d'être. Mais on parle de grandes entreprises, je voudrais aussi dire une chose, c'est qu'on voit des PME, voire des ETI. J'en connais une pour vous dire, elle distribue des produits de sécurité, des chaussures de sécurité, des casques, des combinaisons, etc. Et son slogan, je ne parle pas de raison d'être, avant c'était probablement, je l'ai oublié, mais c'est une entreprise de la région lyonnaise. Ça va être probablement d'être le leader des équipements de sécurité pour tel et tel secteur. Bah, aujourd'hui, en fait, avant même la loi Pacte, en réfléchissant avec son actionnaire sur à quoi ça sert tout ça, qu'est-ce qui va piloter son évolution, c'est plus un slogan, c'est pas vraiment une raison d'être au sens de la loi, mais ça s'en rapproche, ça s'appelle protéger l'homme au travail. Et quand on dit protéger l'homme au travail, bah, c'est pas pareil que vendre des équipements de sécurité. C'est se poser des questions sur ce qui menace l'homme au travail et comment on peut l'accompagner, tant par des équipements que d'autres choses. Et ça ouvre même en termes de business le champ des possibles pour cette PME qui est d'ailleurs en train de se diversifier sur le conseil en matière de sécurité. Donc ça, c'était l'avant. Donc ça existait avant. Donc on n'avait pas besoin de loi. Et puis aujourd'hui, on rentre dans un temps d'accélération.
à des tas de niveaux. Et nous, on a 3 traceurs de cette accélération qui nous frappent. Le premier, justement, il est politique. Et donc, quand l'action politique, et tu l'as dit, Yann, se met en œuvre fortement, ça se traduit par quoi? Quand le politique comprend, entend, regarde, il légifère. Et dans le monde entier, et en particulier en Europe, on voit apparaître quantité de textes qui touchent à la transparence sur les éléments extra-financiers. Je ne reviendrai pas sur les textes autour du climat, bien connus. Tu parlais du devoir de vigilance, tous les sujets liés à l'éthique, à la corruption. Et aujourd'hui, un texte sur la raison d'être. Je rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, nous avons un statut juridique qui s'appelle les Public Benefit Corporation, qui correspond à peu près à ce dont on parle là, et que quand Danone rachète WhiteWave aux États-Unis et fusionne Danone US avec WhiteWave pour faire Danone Wave, le statut juridique de Danone Wave, la filiale américaine de Danone, est une Public Benefit Corporation, une entreprise qui intègre dans son objet l'intérêt même du public. Donc on a cet existant, accélération politique, donc jamais on a eu autant de textes, donc le politique de plus en plus légifère. Accélération générationnelle, et là je vous renvoie par exemple au manifeste des étudiants des grandes écoles pour un réveil écologique, 30 000 signatures en quelques semaines, qui nous disent « mais je ne rentrerai pas dans votre entreprise si vous n'adressez pas ces sujets », qui nous disent même quand on les reçoit, une entreprise qui n'adresse pas ces sujets ne peut pas prétendre au fait de s'appeler entreprise. Il y a une petite génération entre les jeunes du début des années 2000 qui nous disaient « on vient chez vous parce qu'on peut faire de l'engagement sociétal, c'est formidable, votre entreprise le permet », à ce qu'ils nous disent aujourd'hui « attendez, si vous ne faites pas ça, le mot entreprise ne s'applique pas à votre organisation, vous êtes je ne sais pas quoi, du monde d'avant, mais en tous les cas, j'ai surtout pas envie de venir chez vous. » Et puis, troisième domaine, et ça sera mes derniers points, l'accélération dans le monde de la finance. Tu citais justement, et je vous engage tous à lire ce que tu citais, la lettre de Larry Fink. Larry Fink, président de BlackRock, je ne vais pas en faire un saint homme, mais BlackRock, c'est quand même 2,5 fois le PIB de la France. C'est le plus gros asset manager du monde et sa dernière lettre, justement, s'appelle Purpose and Profit. Il en avait commis une en janvier 2018. La question n'est pas à ce stade de se dire mais est-ce que BlackRock est aligné sur les déclarations de son dirigeant, mais de se dire quelles sont les conséquences de la prise de parole d'un des plus grands financiers de la planète, aujourd'hui américain qui plus est, quand on voit la gouvernance politique américaine, ça pose des questions. Sur ces questions, de réconcilier, et lui il dit la même chose que les jeunes, il dit une entreprise qui n'aura pas compris qu'elle avait des objectifs beaucoup plus larges que sa performance économique, qu'elle n'oublie pas sa performance économique, mais sa performance économique sera conditionnée par la façon dont elle prend ses objectifs plus larges. Cette entreprise n'intéressera plus personne, ni les salariés, ni les employés, ni les clients, et encore moins les investisseurs. Et on voit une accélération financière extrêmement forte, alors pour des tas de raisons. Cynisme, réglementaire, gestion des risques, compréhension que ces questions de développement durable ou de RSE sont bénéfiques aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Et on a quelques phénomènes, dont Larry Fink, par exemple, dont on voit ce qui est en train de se passer dans un univers particulier de la finance, qui est le capital investissement. On a France Invest, qui est leur association en France, qui réfléchit à des questions comme le partage de la valeur, comme le sens de l'investissement. Donc la finance, selon nous, bouge beaucoup. Et la vraie question, et j'en terminerai par là, qu'on pourrait attendre de cette industrie aujourd'hui, et on voit qu'elle est plus ou moins, et parfois de façon schizophrénique, à la recherche de ça, c'est que la finance, qui a été considérée comme partie du problème, et sévèrement partie du problème, on nous a annoncé encore, on en parle de plus en plus régulièrement, de la crise financière qui est susceptible d'arriver. Précédemment, on en parlait encore. Donc en 2008, vous vous souvenez, on a dit non, mais plus jamais la finance au service de la finance, ça ne sert à rien, c'est l'homme qui doit être le maître étalon, la finance doit être au service de l'homme. C'est d'ailleurs une des raisons profondes d'existence de ces textes. À quoi ça sert ? Quelle est la raison d'être de la finance ? Quelle est la raison d'être d'une entreprise ? Et la finance, aujourd'hui, elle commence à nous dire, moi, ça y est, j'ai une solution, j'ai la finance verte. Je finance la transition écologique, les green bonds, etc. Premier pas. Premier pas. Elle peut nous dire aussi qu'elle cherche à financer d'autres éléments. On nous parle des social bonds aussi, très bien. Mais la vraie question auquel elle va devoir faire face, c'est comment elle va devoir s'adapter, et on en parlait juste avant, aux questions de partage de la richesse. L'enjeu majeur de l'économie, et donc d'un de ses bras armés qui est la finance, c'est comment on va, dans un monde où, on a vu ce que nous a dit M. Larouturou avant, gérer cette question de la répartition de la richesse. On n'aura pas de la richesse pour tout le monde. Certains vont en avoir beaucoup, beaucoup vont en avoir très peu. Donc, la recherche de la raison d'être pour l'industrie de la finance est probablement un des axes clés de la transformation qu'on doit faire. Alors, ça marchera ou pas. Moi, je suis comme Larouturou. Ça marchera ou pas, j'en sais foutre rien. Je suis plutôt un optimiste, ce qui est dur après les propos qu'il nous a présentés, mais en tous les cas, il nous semble qu'il est clé. Et donc, pour répondre à cette question, à un moment, on a besoin de petits coups de pied au derrière, et on a vu les bénéfices
Ça m'embête de le dire quand même, mais quand même. On a vu les bénéfices de certains textes de loi qui ont été accueillis difficilement au fur et à mesure du temps parce que la France est un laboratoire formidable en matière de développement durable, que ce soit la loi NRE, la loi Grenelle, ok, ça nous contraint, ça nous embête, mais quand même ça fait avancer les choses. Donc j'espère que ça fera aussi avancer les choses. Merci Sylvain. Bon, lutter contre l'optimisation fiscale, ça pourrait faire une bonne raison d'être pour certains acteurs. Un enjeu de long terme aussi. Hélène, je vais te passer la parole parce que tu dois nous quitter à 11h10. Timing oblige. J'aimerais que tu nous dises un petit peu comment l'ORS accueille ce qui se trame sur cette loi Pacte pour accompagner les acteurs qui veulent enclencher les choses sur le sujet. Merci beaucoup Yann, bonjour à tous et à toutes. Alors quelques mots de l'ORS, parce qu'autant Suez a une belle notoriété, autant l'ORS malheureusement n'est probablement pas connu de vous tous. L'ORS est un observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises qui fonctionne avec des permanentes qui sont des expertes des sujets de la RSE. Il y en a 4 qui travaillent à l'ORS, elles sont pratiquement toutes dans la salle et je les salue, et qui rassemble un peu moins de 100 entreprises qui travaillent sur le sujet, au fond, de cette nouvelle contribution de l'entreprise aux enjeux de société, avec membres chez nous aussi les partenaires sociaux, et puis avec un focus très fort mis sur la finance, et notamment sur la finance responsable. On a essayé de répondre aux attentes de nos membres pour construire le programme 2019 de l'ORS. Et bien sûr, le sujet de la raison d'être est arrivé pratiquement au sommet des attentes. Et on est en train de constituer un groupe de travail qui a démarré il y a un mois pour travailler très précisément sur cette question. Et du coup, je vous livre quelques-unes à la fois des interrogations qui se posent et des manières de prendre le sujet. La première chose que j'ai envie de dire, par rapport d'ailleurs à des réflexions qui ont été faites précédemment, c'est qu'il y a une loi. On s'en réjouit parce qu'elle a été beaucoup attendue, beaucoup discutée, etc. En même temps, elle entérine un mouvement qui a eu lieu depuis bien longtemps maintenant, et à peu près depuis les débuts des années 2000, depuis la loi NRE. Je veux dire par là que c'est plutôt le législateur qui est en train de rattraper quelque chose qui existe déjà. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que du coup, ça pose d'autres questions. Pourquoi le droit serait en retard sur la société ? C'est pas très nouveau comme affaire, Yann, hein, excuse-moi, hein, mais bon, c'est souvent comme ça, il me semble. Bon, mais c'est bien de le rappeler. Bon. Les mouvements de RSE ont installé cette idée qui est devenue une puissance transformatrice des entreprises, que l'entreprise, elle n'est pas simplement sur un marché financier, elle contribue à des intérêts qui sont des intérêts généraux, qui la dépassent et qui ne sont pas simplement son intérêt propre. Et il y a à la fois des engagements qui ont été pris dans ce sens-là, tu le rappelais Sylvain, des positionnements, mais qui vont au-delà du slogan, que ça soit par exemple dans le secteur des pneus, de l'automobile, l'accent mis non pas sur la vente de voitures, mais sur la mobilité. Bon, on pourrait passer tous les secteurs d'activité où on a cette prise de conscience de voilà, l'action sur un enjeu qui est important pour la société. Chez moi, je m'en suis exprimée tout à l'heure, c'est évidemment beaucoup plus sur les conséquences du réchauffement climatique, sur la ressource. Donc la loi vient effectivement donner les moyens de dire, et c'est la première étape dont tu parlais tout à l'heure, qui d'ailleurs a été acceptée parce qu'en fait la jurisprudence précédente sur l'intérêt social avait déjà entériné le fait que l'intérêt social, c'était pas simplement vis-à-vis des actionnaires, mais vis-à-vis de parties prenantes un peu élargies. Donc je suis pas juriste, je vais pas plus loin là-dessus, mais enfin c'est quand même une réalité. Et donc maintenant, c'est qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Et ça, c'est une des questions qui est fortement posée dans notre groupe de travail. Et ce qui est intéressant, c'est de voir au fond qu'on peut du coup permettre à beaucoup plus d'entreprises d'adopter cette raison d'être, et que cette raison d'être, au fond, va asseoir cette
fondamentale modification de la représentation de l'entreprise dans la société, que ce soit particulièrement en France, mais aussi dans d'autres pays dans le monde, de cette entreprise qui, au fond, a créé et engendré beaucoup de méfiance, qui a été souvent en désamour avec ses publics à la fois de consommateurs, ses publics beaucoup plus généraux. Et c'est absolument cela qu'il faut renouer comme relation, parce que, et c'est la seconde idée qui émane de pas mal d'entretiens en ce moment, parce qu'il y a une autre chose qui est en train d'apparaître fortement, c'est que les entreprises, d'une part, les États de l'autre, les startups et les entrepreneurs de l'autre, ne peuvent pas chacun dans leur coin répondre aux enjeux qui sont les nôtres et dont on a discuté tout à l'heure. Quand on pense à la puissance du réchauffement climatique, on se dit que si on ne modifie pas nos modes d'action, nos modèles économiques, notre façon de nous adresser aux consommateurs, si on n'incite pas, au fond, la société de consommation à prendre une autre tournure, alors on n'y arrivera pas. C'est un peu tout ça qui est en jeu. Ensuite, il y a évidemment des choses extrêmement concrètes pour mettre en place cette raison d'être dans l'entreprise. Comment on s'y prend d'abord ? Est-ce que c'est une façon d'aligner une position d'entreprise avec l'ensemble des collaborateurs ? Autrement dit, comment fait-on pour embarquer l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise pour aller construire cette raison d'être ? Ça, c'est un sujet qui est absolument fondamental de méthode. On voit bien, Sylvain le rappelait, qu'il y a une aspiration au sens, à la finalité de son job dans nos entreprises qui est intense, qui n'a jamais probablement été aussi forte qu'en ce moment dans l'expression qu'elle se donne. Est-ce qu'on n'a pas là, avec ce travail sur la raison d'être, un moyen de réconcilier ces attentes fortes et la preuve donnée qu'une entreprise est capable de contribuer à des enjeux généraux ? Quatrième élément, la notion de long terme est absolument capitale. Blanche Secrestin, qui est une des spécialistes du sujet, dit remarquablement bien qu'au fond, ce qu'on attend aussi des entreprises, et c'est un peu ça à trouver dans cette raison d'être, c'est qu'elles préparent un futur qu'on ne peut plus considérer comme simplement une fatalité, mais en se disant c'est à nous de le construire, donc c'est à nous d'être en capacité d'anticiper et de positionner l'entreprise sur du long terme. On est entravé pour cela, justement, par cette vision très marché que certains conservent de l'entreprise. Comment réintroduire cette notion de long terme ? Ce qui veut dire, quand on y réfléchit bien, comment, au fond, préparer pas seulement les solutions de demain, mais aussi les compétences des personnes. Comment une entreprise peut être en avance sur le temps et la raison d'être pourrait le permettre. Et puis, bien sûr, Yann, et je te ferai plaisir, il y a encore énormément de questions sur les aspects juridiques, sur les contentieux à venir possibles. Et puis, en même temps, on se dit aussi qu'inscrire cela dans ces statuts, c'est peut-être une protection. Voilà, donc ça, c'est un débat que nous avons beaucoup en ce moment. En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est que tout le monde, et le nombre de personnes qui est dans cette salle d'ailleurs le montre bien, est absolument passionné par cette question. Je pense qu'elle peut nous entraîner très loin. Je pense qu'il faut effectivement mettre un certain nombre de garde-fous, parce que quand on pousse cette logique de la raison d'être, ça pose aussi la question du rôle politique de l'entreprise par rapport aux États et par rapport aux autres acteurs. Et là, je crois que se négocie aussi dans ce sujet l'idée de redéfinir les rôles de chacun des acteurs les uns par rapport aux autres. C'est un peu ce qui se passe avec le monde de l'ESS, qui effectivement a pris, comment dire ça, c'est un peu alarmé de dire qu'au fond, les valeurs portées par l'ESS étaient pollinisées, c'est-à-dire étaient un peu dispersées partout, et que du coup, comment l'ESS pourra garder sa spécificité par rapport à des entreprises dont certaines sont suspectées de faire plutôt du greenwashing par rapport à cette idée de raison d'être. Donc là, on voit bien qu'il y a des heurts entre certaines catégories du monde économique qu'il va falloir qu'on lève. Mais l'idée principale, et je terminerai là-dessus, c'est qu'en un an, entre un MEDEF qui, en avril 2018, au moment de la sortie du rapport Nota Sénar, dit « no way »,
de manière plus subtile que ce que je suis en train de vous dire, quoique. Et un MEDEF qui, en janvier, vote sa raison d'être, enfin écrit sa raison d'être, la propose à son comité exécutif et donc se prépare pour l'installer dans ses statuts, on voit bien qu'il y a au fond une acclimatation de ce sujet à l'intérieur du monde économique. Et moi, c'est ça qui me rend très confiante, c'est que ce sujet-là a aussi besoin de maturité. On n'est pas au bout de nos peines, je finirai là-dessus. Tu parlais de la finance et la raison d'être de la finance. Alors, on travaille beaucoup sur la finance. On a lancé un travail sur la finance inclusive en 2019. Quand je me suis rendu compte, parce que moi, je ne suis pas une financière de formation, que lorsque je disais finance inclusive, un certain nombre d'acteurs de la finance pensaient tout de suite finance pour les pauvres et non pas inclusion de l'ensemble des parties prenantes de la société dans une vision inclusive de la finance, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de chemin à progresser. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'ORS sera de plus en plus présente sur ces questions. Merci Hélène. Tu dois vraiment nous quitter, c'est ça ? Bon, je vous demande d'applaudir Hélène qui nous quitte prématurément avant la fin de la table ronde. Merci. On avait d'autres questions pour toi, Hélène, évidemment. Hein. Elles te seront transmises. Moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, comment tu rankes le risque d'une raison d'être. Il est plus juridique, il est plus sociétal, il est plus réputationnel. Ah, ça y est, elle s'échappe, elle ne va pas répondre à cette question. Karen, c'est le moment de parler de comment une entreprise met en œuvre ces sujets-là, avant même qu'une loi d'ailleurs l'établisse dans les textes. Est-ce que tu peux, déjà l'appellation de ton poste est assez emblématique, ce serait intéressant que tu nous dises un petit peu l'association entre la RSE et l'Open Innovation, je trouve ça très symbolique aussi, le rôle que tu incarnes au sein des laboratoires Expansience, et ce serait bien de nous dire d'ailleurs un petit peu quelques mots d'Expansience. Bonjour à toutes et à tous. Oui, tout d'abord, peut-être présenter les laboratoires Expansience. Les laboratoires Expansience, c'est un labo pharmaceutique et dermocosmétique avec les marques Mustela, par exemple, pour les bébés et les femmes enceintes. C'est un laboratoire français, indépendant, et on est à peu près une ETI. On parlait tout à l'heure de PME, ETI. On a à peu près 1000 salariés dans le monde. Nous avons aussi une petite activité d'actifs cosmétiques que l'on utilise pour nos produits Mustela ou que l'on vend à d'autres acteurs. En effet, notre président, donc Jean-Paul Berthomé, le président d'Expansience, a souhaité, il y a 15 ans, engager l'entreprise dans une démarche de RSE parce qu'il estimait à l'époque, alors est-ce que c'est une raison d'être, une vision, une compréhension du monde dans lequel on vit tout simplement ou de demain, que quand on s'adresse a fortiori à une femme enceinte, à des générations futures ou à des personnes qui souffrent d'arthrose, il est important de prendre en compte les enjeux sociétaux, environnementaux dans lesquels ces personnes vivent. Et donc de manière extrêmement volontaire, parce qu'on n'est pas coté, indépendant, donc la loi NRE ne nous concernait pas, Grenelle 2 est arrivé après des PEF, donc de manière extrêmement volontaire, on a adhéré, on est devenu membre du Global Compact, du Pacte mondial des Nations Unies. Puis petit à petit, finalement, on a progressé. On a intégré de plus en plus la RSE dans notre stratégie d'entreprise. J'entends souvent on fait de la RSE sans le savoir. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense qu'on sait pourquoi on fait de la RSE. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille, qui se façonne, qui s'intègre dans tous les métiers des gens d'une entreprise. Et donc petit à petit, on a cranté. Pour être tout à fait sincère, on a progressé, on a pris des engagements. On parlait d'engagements sociétaux. Eh bien, on a affiché des engagements sur l'éco-conception des produits Mustela, pour en citer un, ou sur les filières d'approvisionnement matières premières végétales pour nos actifs cosmétiques. Et donc, on a cranté, on a pris des engagements à 2015. Et puis, très vite, en 2016, on a pris des nouveaux engagements à 2020 qu'on affichait, qu'on travaillait avec des parties prenantes. Mais avec cette notion très intégrée de la RSE, qu'est-ce que c'est par rapport à notre stratégie d'entreprise ? Quel type d'employé on va être demain ? Quel type de produit on veut mettre sur le marché ?
quels seront les produits de demain. Et donc, on a signé notre programme de RSE avec cette mission sociétale qui s'appelle le Better Living Programme. Programme Mieux Vivre. Donc oui, ça paraît très général, être en charge du mieux vivre, mais nous, ça nous parlait tout à fait par rapport à notre activité autour de l'arthrose, autour des enfants et autour du développement de l'enfant. Et donc, ce Better Living Programme, pour nous, c'était une nouvelle ère dans cette stratégie de RSE avec 31 objectifs plus concrets sur, je le disais, l'éco-socio-conception des produits, sur les filières, sur la politique d'achat, sur la politique RH et de manière affichée, partagée avec les parties prenantes. Et cette nouvelle ère-là, on s'est aperçu qu'on avait besoin d'être évalué de manière externe, parce que comme on le voit là, c'est très bavard la RSE. Et pour éviter justement soit le greenwashing, le mission washing ou quoi que ce soit, ce que l'on pense, on est convaincu que la meilleure manière de le faire de manière sérieuse, c'est d'être évalué. Et d'être évalué de manière externe, parce que tout le monde va parler de RSE, tout le monde va, et je m'en félicite, et je me félicite aussi de l'évolution de la loi, tout le monde va l'intégrer, et tant mieux, il est temps. On a beaucoup d'enjeux à soulever tous ensemble, mais il faut être évalué, challengé sur cette mission, sur ces engagements et sur nos objectifs. Et c'est là que vous êtes orienté, Expansions, vers Bicorp. Absolument. Alors pourquoi? Et finalement, les contours, et est-ce que ça vous satisfait d'être rentré dans ce dispositif? Alors tout à fait, ça fait 1 an, c'est presque la date d'anniversaire que nous sommes devenus Bicorp dans le monde, pour la France et pour nos 16 filiales. Souvent on me pose la question, on a été évalué à FAC 26 000. Je vous disais qu'on a eu une ère d'évaluation, que ce soit l'Union pour le biocommerce éthique, mais enfin on va pas tout sur le sourcing de nos filières végétales, mais on était évalué à FAC 26 000. Vous savez, cette évaluation sur toute la norme ISO 26 000, et on avait été évalué exemplaire en 2013. Et beaucoup de personnes me disent, mais tu es à FAC 26 000, pourquoi tu as choisi d'être à nouveau évalué Bicorp, et qu'on va dire aussi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une maturité différente. À FAC 26 000, c'est le management de la RSE. C'est ce que vous intégrez vos parties prenantes. Là, on va rentrer dans du technique, mais est-ce que vous avez des politiques? Est-ce que vous le mesurez? Est-ce que vous les évaluez? Est-ce que vous progressez? Alors que Bicorp, ça va encore plus loin, de mon point de vue. Il faut avoir ce management de la RSE, sinon vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas Bicorp, de toute façon. Mais Bicorp, c'est une manière déjà de changer de statut. Nous avons inscrit l'intérêt, l'impact, la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux dans notre objet. Mais c'est aussi être évalué sur nos impacts, sur nos politiques et sur notre mission. Parce qu'il y a une grosse partie, on n'en parle pas souvent, de l'évaluation Bicorp qui porte sur la mission d'entreprise. Est-ce que vous avez défini une mission? Est-ce que vous avez des engagements? Est-ce que vos cadres dirigeants sont rémunérés sur ces objectifs? Est-ce que vous formez vos salariés à ces objectifs? Ce que disait Hélène tout à l'heure, parce que c'est très important d'embarquer les gens. Donc Bicorp, pour nous, c'était vraiment la nouvelle ère de la RSE. Passer du bon élève, où je manage de manière intégrée à 360 degrés ma politique de RSE, ce qui est déjà très bien, et il faut le faire. Tout ne doit pas être waouh et sexy. Mais Bicorp, ça va plus loin. C'est quel type d'offre on veut aujourd'hui, mais demain aussi. Quel type d'entreprise, quel impact positif, si possible, je peux créer avec mon activité. Donc il y a cette notion d'évaluation, de transparence, d'objet social, effectivement, modifié, et puis de communauté. Parce qu'il y a il y a 70 entreprises en France qui sont Bicorp. Je vois Elisabeth ici de Squeeze, Nature et Découverte, Björk Bonne Terre. Et c'est une dynamique extraordinaire de travailler en interdépendance aussi, de créer un mouvement d'entreprise qui a envie de changer les choses. Et puis c'est une fierté aussi, je pense, pour nos salariés de participer, comme le disait Hélène, à cette mobilisation. Vous aviez une deuxième question sur tout ce qui était Open Innovation, c'est ça? Oui, et rapidement, parce qu'il va falloir qu'on donne la parole aussi à la salle, parce que je suis sûr que toutes les interventions vont générer des questions. Mais oui, d'Open Innovation, c'est le sujet, c'est-à-dire que quand on parle quand on parle de RSE, de raison d'être, de mission, en fait, de sincérité, de se dire comment tous ensemble, on a des gros enjeux à relever, que ce soit des salariés ou des parties prenantes. Comment est-ce que je peux faire pour que mes produits amènent, avec des startups ou des gens, intègrent des briques techno que je n'ai pas,
pour avoir des produits plus vertueux en termes d'environnement? Comment l'intelligence collective peut m'aider à aller plus vite, à me challenger, ça c'est sûr. Comment je peux désiloter mon entreprise, travailler avec des startups. Certains d'ailleurs deviennent Bicorp. C'est aussi ça, être Bicorp, c'est travailler avec sa chaîne. Et je pense qu'on aura besoin de s'ouvrir, de rendre les gens, de s'ouvrir en interne, de s'ouvrir en externe pour répondre à ces enjeux-là. Merci Karen. Je propose qu'on passe tout de suite la parole à la salle. On a encore 10 minutes, donc c'est l'occasion de prendre un nombre restreint de questions, mais des questions courtes, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, Sylvie Calais, Sustainabilities. J'ai une question pour monsieur Lambert, dont j'ai beaucoup apprécié le discours, notamment par sa vision progressiste de l'entreprise vis-à-vis des urgences. Mais j'avais une question du coup par rapport à toute l'activité d'audit que mène Pricewaterhouse, donc des critères d'évaluation de la performance et de la bonne gestion des entreprises. Et du coup, je me demandais jusqu'à quel point vous êtes satisfait des critères qu'utilise la maison Pricewaterhouse pour ces évaluations. Alors, votre question est... Merci. Quand vous parlez d'audit, vous parlez de l'audit des comptes? Ah. Alors, je vais essayer de répondre court, et si après vous voulez, à la fin qu'on en parle. Pour l'audit des comptes, 2 remarques. 1, l'audit des comptes, c'est une mission légale qui s'effectue dans le cadre de la loi. L'entreprise publie des informations qui sont requises par la loi, et le commissaire aux comptes, qui est une profession réglementée, fait son job. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par contre, ce que j'observe et qui est une réflexion profonde, c'est qu'il y a une vraie question qui anime la profession dans laquelle je ne suis pas de commissaire aux comptes, mais qui est une grande partie de PwC, c'est à quoi ça sert tout ça. Et le à quoi ça sert tout ça est traduit d'ailleurs, on voit bien on a déjà eu une première notion, entre la valeur comptable d'une entreprise et sa valeur en bourse, il y a un écart qui est assez élevé, et cet écart s'explique par des tas d'éléments qui ne sont pas dans la valeur comptable. Et donc une des questions de fond qui se pose dans ce métier aujourd'hui, et chez PwC, j'imagine chez tous les autres, c'est est-ce que l'audit des comptes, c'est une information qui a été voulue pour donner de la confiance aux investisseurs? Est-ce que ça suffit aujourd'hui? Ma réponse, c'est non. Et j'en veux comme éclairage un autre monde qui m'intéresse beaucoup, que j'ai cité tout à l'heure, qui est le monde du capital investissement, qui font la même chose, sauf que ce n'est pas un audit des comptes, ça s'appelle des due diligence financières sur une acquisition. En 2010, il s'en faisait, en tous les cas, je parle pour mon activité, 0. Due diligence hors finance. Hein. Aujourd'hui, en due diligence RSE, 10 par mois. 10 par mois, ça veut dire que les investisseurs, ils ont besoin, et ce n'est pas pour repeindre en vert, parce que ça leur coûte de l'argent. Donc si ça leur coûte de l'argent, il faut que ça ait une utilité qui peut être variable. Mais ça veut dire qu'ils ont besoin autant de... Est-ce que les données financières qu'on me communique sont suffisantes pour investir? Mais j'ai aussi besoin de données extra-financières. Voilà. Merci Sylvain. Une autre question? Madame, dans l'allée centrale. Bonjour, Bérangère Colas, responsable RSE chez Colas. J'ai une petite question à vous poser en ce qui concerne justement tout cet arsenal de lois. On a la DPEF, on a le devoir de vigilance, et puis voilà la loi Pacte. Comment tout ça va s'organiser? Quels sont les engrenages qui vont se mettre en œuvre? Est-ce que la loi Pacte oblige à un reporting qui reprendrait la DPEF? Comment tout ça fonctionne en fait? Je peux peut-être faire un début de réponse et je vous laisse réagir derrière. C'est un bazar. C'est une jungle. J'avais la même réponse. Hein. C'est une espèce de gadoue législative, mais avec plein de beaux espoirs derrière. Les objectifs sont là, ils sont sociétaux. Le droit avait du retard sur la société, il le récupère un peu dans le désordre. Mais donc, il y a plein de choses qui sont tombées drues sur les épaules des entreprises, des 50 salariés, puis à compter de 500 encore un petit peu plus, et à compter de 10 000 encore un peu plus, ou de 5 000. Articuler tout ça, c'est impossible quand on regarde ici. On va faire de l'intelligence artificielle pour essayer de croiser est-ce que j'ai tous les critères entre la soft law, la hard law, etc. À la limite, il faut peut-être presque mettre ça de côté, parce que ce qui compte, c'est la sincérité des engagements quand ils sont exprimés et les moyens qui sont alloués en face pour faire le job. Et puis après, la transparence sur les performances réelles, qu'elles soient positives ou négatives. Donc à la fin, c'est vraiment les choix qui sont opérés. Et donc l'articulation des textes, même les agences de notation ont du mal, je pense, à les articuler. Donc pour noter les entreprises, je pense qu'en ce moment, elles se questionnent aussi sur la façon de ranker, puisque ce n'est plus des choses qui sont lissées, toute entreprise confondue. Chaque entreprise est appelée à choisir ses priorités. Donc il est difficile de les comparer entre elles maintenant, quelque part. Donc ça, c'est vraiment, sans doute,
Ma réponse, elle serait de l'ordre de la sincérité de l'engagement et les moyens mis en œuvre appropriés. Ça va être ça le sujet. Comment on mesure que j'ai mis en œuvre des moyens humains et financiers à la hauteur de la promesse que j'ai exprimée? Et je n'ai pas la réponse, si ce n'est dialoguer avec ces parties prenantes les plus exigeantes. Oui, moi, j'ai pas plus d'éléments de réponse. On a des textes, on sait que la DPEF, et ça a été dit dans de nombreux médias, est extrêmement imparfaite et floue, et en même temps, c'est un progrès sur le fond par rapport à ce qu'on avait avant, puisqu'on est censé se dire, bah, voilà mon activité, voilà les risques, et je ne vous parle que de mes risques, sauf que trop d'éléments sont pas définis. Il faut juste prendre un peu de recul. On voit que l'Europe est en train de prendre la main sur ces questions. On l'a vu avec l'article 173 de la loi de transition énergétique qui va devenir une directive européenne quand on prend les 30 recommandations de la Commission européenne pour une finance responsable. Et comme dit Yann, c'est pas extrêmement agréable en ce moment de gérer des textes flous par rapport auxquels on demande d'ailleurs qu'il y ait un audit externe dessus. Bon, on s'en est sorti avec la NRE, avec le Grenelle. Je pense que, comme tu dis, et je pense que du côté des auditeurs, là pour le coup, dont je suis sur la partie RSE, on essaye d'être pragmatique. Donc ce qui va compter, c'est d'être assez réel et sincère. Et c'est pas un hasard si la plupart des textes sont des textes qui essayent de mettre l'éclairage sur la transparence, sur la loi Sapin. Mais Yann pourra me contredire éventuellement, parce que je pense que les problèmes qu'on peut avoir pénaux sont si on n'a pas rendu public son dispositif, plutôt que si on a des problèmes de corruption. On nous oblige à rendre public le dispositif qu'on a mis en œuvre et d'avoir structuré tout le dispositif. Donc, ouais. Donc en gros, les textes vous amènent à à rendre intelligible ce que vous faites. Après, mais je conçois que ce soit extrêmement complexe si on veut faire une articulation extrêmement précise de tous ces éléments. Je rappelle que dans la loi Pacte, il est prévu que si vous dotez d'une mission, il faudra la faire auditer selon des modalités qu'on attend. Eh oui, les fameux décrets, hein, parce qu'après les lois, il y a les textes d'application. On va prendre une toute dernière question, hyper courte, pour peut-être interroger Karen, si vous avez un point à soulever et qu'elle puisse prendre la parole en dernier sur cette table ronde. Bonjour, monsieur. Nicolas, étudiant. J'avais une question plus à propos de la finance et de la raison d'être, du coup. On parle aujourd'hui de green bonds, social bonds. J'irai même plus loin. On a inventé un outil qui s'appelle les catastrophes bonds aujourd'hui. La finance fait peur aux étudiants, notamment parce que c'est un outil qui spécule. Spéculer sur des green, social ou catastrophe bonds pourrait être dramatique. Est-ce que la raison d'être d'une entreprise qui fait de la finance pourrait être punie légalement si elle se met à spéculer sur ces bonds? C'est une vaste question qui réclamerait plus que les 2 minutes 30 qui nous restent. Que puis-je vous répondre si ce n'est d'une phrase, parce que j'aimerais interroger Karen en dernier lieu. Le monde de la finance commence à sentir le vent du boulet sur ces sujets-là. Beaucoup de choses se sont accélérées, beaucoup de choses sont dites, sont affichées. C'est le temps maintenant de la mesure des résultats, des engagements qui sont exprimés tous azimuts. Quand on voit même le fonds norvégien qui refuse maintenant de financer les énergies fossiles, on s'aperçoit dans le détail que finalement, ça ne concerne qu'une proportion assez restreinte de ces investissements dans les énergies fossiles, parce que c'est l'exploration et la production. Enfin, en tout cas, une partie de la chaîne. Donc tout est dans le détail. Donc je vous invite à rentrer dans le monde de la finance, si ce n'est le cas, pour rentrer sous le capot. J'ai une question pour Karen sur la mise en œuvre. Un exemple de difficulté que beaucoup de monde pourrait rencontrer est la façon de la dépasser. Sur ce sujet-là, de difficulté de la mise en œuvre de ces fameux sujets de Bicorp ou de raison d'être, les obstacles en interne rencontrés éventuellement. Alors moi je suis une artisan de la RSE, donc c'est ma passion, c'est de voir comment petit à petit on peut transformer un modèle et une offre. Donc la difficulté, et Hélène en parlait tout à l'heure, c'est vraiment de ne pas avoir une espèce de mission d'être slogan. Limite une mission, ça ne se déclare pas, ça se prouve, ça se vit par tous les salariés. Et le plus difficile, je pense, ou le plus important plutôt, c'est d'embarquer toutes les parties prenantes, pas que les salariés, sur cette raison d'être. Et c'est d'ailleurs ce qui en fait son intérêt, c'est qu'elle dépasse l'entreprise. Elle est bien au-dessus des intérêts mercantiles qui sont importants, parce que sinon il n'y a pas d'entreprise. Elle réunit les parties prenantes, et c'est ça le plus important, et le coup près, j'allais dire, la sincérité, la justesse d'une raison d'être, c'est de le faire vivre par ses salariés,
de réunir des parties prenantes externes pour réussir à atteindre des missions qui nous dépassent en fait. Et c'est pour moi le plus important. Merci Karen. Donc je tiens à remercier Karen Lemasson, Sylvain Lambert, Hélène Valade qui est partie. Merci à vous tous pour votre attention.